Il y a 5 ans, je gagnais correctement ma vie. En ce moment, mais je me sentais d'une certaine manière toujours fauché. Mon armoire était pleine de vêtements que je ne portais jamais. Mon garage était encombré de matériel que j'utilisais peut-être 2 fois, et mon compte bancaire semblait se vider plus vite que je ne pouvais le remplir, bien que je gagne plus que la plupart des gens autour de moi. J'étais tombé dans le piège qui capture des millions de personnes chaque année. Le piège de croire que le revenu détermine la richesse, alors en réalité, c'est exactement l'inverse. Ce que l'on garde compte infiniment plus que ce que l'on gagne. Et ce que l'on garde est presque exclusivement déterminé par la façon dont on pense aux choses. Le foyer américain moyen possède plus de 300 000 objets. 300 000, ce n'est pas une faute de frappe. Et voici l'inconfortable vérité que personne ne veut admettre. La plupart de ces objets ont été achetés avec de l'argent qui aurait pu être investi, qui aurait fructifié silencieusement en arrière-plan et bâti une véritable richesse, au lieu de prendre la poussière dans des placards, des garages et des unités de stockage dont l'entretien coûte encore plus d'argent. Le minimalisme n'est pas une question de privation ou de vivre avec rien, ou de devenir une sorte de moine qui rejette toute possession matérielle. C'est une question d'intentionnalité. Il s'agit de s'assurer que tout ce que vous possédez, tout ce pour quoi vous dépensez de l'argent, tout ce sur quoi vous portez votre attention, apporte réellement une valeur ajoutée à votre vie, au lieu de voler silencieusement votre richesse, votre temps et votre énergie mentale. Au cours des 5 dernières années, j'ai développé 50 règles qui ont fondamentalement changé ma relation à l'argent, aux choses et à la façon dont je dépense les deux. Ce ne sont pas des théories que j'ai lues quelque part dans un livre. Ce sont des principes que j'ai testés dans ma propre vie, adaptés quand ils ne fonctionnaient pas, et, et affinés jusqu'à ce qu'ils deviennent des comportements automatiques qui bâtissent de la richesse sans exiger une volonté constante. Vous n'avez pas besoin d'appliquer les 50. Choisissez-en 5 ou 10 qui vous parlent. Et allez-y, vraiment. Cela seul vous placera devant 90% des gens qui consomment du contenu comme celui-ci et n'en font absolument rien. Commençons par les règles qui ont tout changé. La règle des 2 jours. Cela s'applique à toute habitude que vous voulez instaurer, en particulier les habitudes financières. Le principe est simple. Ne laissez jamais passer 2 jours de suite. Si vous essayez de suivre vos dépenses quotidiennement, c'est normal de rater un jour. Les imprévus arrivent. Mais ne laissez pas ce jour unique devenir 2 jours, puis 3 jours, puis un mois sans rien enregistrer. La même chose s'applique aux investissements, à la budgétisation, à la vérification de vos comptes, quel que soit le comportement financier que vous voulez établir. Manquer une fois est humain. Manquer 2 fois est le début de l'abandon. Le reset nocturne. Passez 5 minutes chaque soir avant de vous coucher à remettre de l'ordre dans votre espace physique. La vaisselle dans le lave-vaisselle, les objets remis à leur place, les surfaces dégagées. Cela semble n'avoir rien à voir avec l'argent jusqu'à ce que l'on réalise que des espaces désordonnés créent un esprit désordonné. Et un esprit désordonné prend des décisions financières impulsives. Si vous vous réveillez dans le chaos, vous commencez la journée stressée. Et les gens stressés dépensent de l'argent pour se sentir mieux. Un reset de 5 minutes empêche ce cycle avant qu'il ne commence. L'inventaire 4-20 sur 20, les recherches montrent systématiquement que les gens utilisent environ 20% de leur possession 4-20% du temps. Les 4-20% restants restent là et représentent de l'argent qui a déjà été dépensé et ne pourra jamais être récupéré. Parcourez votre maison avec cette perspective. Identifiez les 20% que vous utilisez réellement régulièrement. Tout le reste est candidat au retrait et constitue une leçon sur ce qu'il ne faut pas acheter à l'avenir. Chaque objet que vous avez donné ou vendu représente une erreur financière passée dont vous pouvez tirer des leçons. La règle 2020 pour les décisions de désencombrement. Si vous pouvez remplacer quelque chose pour moins de 20 $ en moins de 20 minutes, laissez-le simplement partir. Arrêtez de vous accrocher à des articles de remplacement et à des achats
au cas où dont vous pourriez avoir besoin un jour. Le coût mental du stockage, de l'organisation et de la réflexion sur tout cela dépasse de loin le coût de remplacement. Cette règle rend les décisions de désencombrement instantanées plutôt que pénibles. Le système de la boîte de dons, gardez en permanence une boîte quelque part dans votre maison. En vaquant à vos occupations quotidiennes, si vous tombez sur des objets que vous n'utilisez plus ou dont vous n'avez plus besoin, mettez-les immédiatement dans la boîte au lieu de les ranger. Donnez la boîte une fois par mois, sans regarder à l'intérieur. Cela crée un flux continu d'objets quittant votre maison, ce qui constitue un rappel continu des erreurs de dépenses passées, ce qui signifie moins d'erreurs de dépenses futures. Investir dans les expériences plutôt que dans les choses. Des recherches de l'Université Cornell et d'autres institutions montrent systématiquement que les expériences créent un bonheur plus durable que les achats matériels. Le bonheur lié à l'achat d'une chose nouvelle s'estompe rapidement à mesure que l'on s'habitue à sa possession. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Mais les souvenirs d'expérience deviennent en réalité plus précieux avec le temps, car on aime s'en souvenir et on oublie les petits désagréments. Dirigez vos dépenses discrétionnaires vers les voyages, l'apprentissage, les relations et les activités plutôt que vers les objets. La règle du domicile. Tout ce que vous possédez devrait avoir une place fixe où il réside. Si les objets n'ont pas de domicile, ils finissent sur les plans de travail, les sols, les tables et les chaises. L'encombrement visuel crée un encombrement mental. L'encombrement mental mène à la fatigue décisionnelle. La fatigue décisionnelle mène à de mauvaises décisions financières. La chaîne semble indirecte jusqu'à ce que l'on réalise combien d'achats impulsifs se produisent parce que quelqu'un était mentalement épuisé par le chaos quotidien. L'automatisation avant la volonté. Automatiser chaque comportement financier qui devrait avoir lieu régulièrement. Paiement de factures, contribution d'investissement, virement d'épargne, gestion des abonnements. La volonté est une ressource finie qui s'épuise au fil de la journée. Chaque décision que vous devez prendre concernant l'argent est une décision qui pourrait mal tourner si vous êtes fatigué, stressé ou émotif. L'automatisation élimine la possibilité d'échec en supprimant totalement la décision. Comprendre les coûts d'opportunité de manière viscérale, pas seulement intellectuelle. Chaque fois que vous dites oui à une dépense, vous dites non à tout ce que cet argent aurait pu devenir. Le dîner à $60 ne coûte pas seulement $60. C'est aussi les $150 que cet argent serait devenu en 20 ans s'il avait été investi. C'est la liberté qui résulte d'un coussin financier plus important. Ce sont les options qui découlent de ressources accrues. Entraînez-vous à voir les deux côtés de chaque décision de dépense. L'achat visible et le coût d'opportunité invisible. Indisponibilité planifiée. Bloquez des moments spécifiques où vous n'êtes absolument pas joignable. Pas de téléphone, pas de notification, pas d'interruption. Durant ces périodes, vous pouvez accomplir un travail profond, penser clairement ou simplement exister sans sollicitation. C'est important financièrement car la plupart des achats impulsifs se produisent lorsque nous sommes distraits, que nous nous ennuyons ou que nous cherchons une stimulation. Le temps de concentration planifié réduit la navigation aveugle qui mène aux achats impulsifs. Le monotage pour tout, y compris pour les décisions financières. Le multitâche réduit les performances cognitives de jusqu'à 40%. Selon les recherches de Stanford et d'autres institutions, vous prenez de mauvaises décisions si vous essayez de gérer vos finances tout en faisant 3 autres choses. Bloquez du temps dédié aux tâches financières. Vérifiez les comptes, planifiez les achats, évaluez les investissements et ne faites rien d'autre pendant ce temps. Aménagement de votre environnement pour réduire la fatigue décisionnelle. Nous prenons des milliers de décisions chaque jour et chacune épuise un peu nos ressources mentales. À la fin de la journée, nous prenons de moins bonnes décisions simplement parce que nous sommes épuisés par le flux constant de choix. Réduisez les décisions triviales partout où c'est possible. Portez des vêtements similaires, mangez des repas similaires, suivez des routines similaires. Économisez votre capacité de décision pour les choix qui comptent vraiment, comme l'allocation de votre argent. Reconnaître et surmonter le biais des coûts irrécupérables. Ce n'est pas parce que vous avez dépensé de l'argent pour quelque chose que vous devriez continuer à l'utiliser, à le porter ou à le stocker. L'argent est déjà parti, peu importe ce que vous faites de l'objet. Garder des choses que vous n'utilisez pas juste parce que vous les avez payées ne fait qu'ajouter des coûts permanents à la perte initiale. Espace de stockage, surcharge mentale, encombrement visuel.
Laissez partir les objets en fonction de leur valeur actuelle pour votre vie, pas de leur coût historique. L'accumulation de victoires pour l'identité financière. Chaque fois que vous prenez une bonne décision financière, même minime, vous votez pour le type de personne que vous voulez devenir. Renoncez à l'achat impulsif. Un vote pour la discipline financière. Investir plutôt que dépenser. Un vote pour la construction de la richesse. Vérifiez le budget avant l'achat. Un vote pour la conscience financière. Accumulez assez de ces petites victoires et vous constaterez que vous êtes devenu quelqu'un qui gère naturellement bien l'argent, non par volonté, mais par identité. Exploration systématique de ce qui vous rend réellement heureux. La plupart des gens dépensent de l'argent dans des catégories parce qu'ils l'ont toujours fait, non parce que ces achats apportent une réelle satisfaction. Testez systématiquement différentes approches pour les loisirs, l'alimentation, les voyages, les vêtements et les expériences. Suivez ce qui vous a réellement rendu heureux par rapport à ce que vous pensiez qui vous rendrait heureux. Utilisez ces données pour réorienter vos dépenses futures vers des investissements ayant un meilleur rendement pour votre bien-être. Le grand reset périodique, tous les quelques mois, examinez l'ensemble de votre vie financière et physique. Annulez les abonnements que vous n'utilisez pas. Vendez ou donnez les possessions accumulées. Vérifiez vos catégories de dépenses et demandez-vous si elles correspondent toujours à vos priorités. Faites un mois sans dépenses ou vous n'achetez rien d'autre que l'absolument nécessaire. Ces resets empêchent la dérive progressive qui mène la plupart des gens à la médiocrité financière. Traitez les réseaux sociaux comme une menace financière. Les plateformes de réseaux sociaux sont spécifiquement conçues pour vous montrer du contenu qui incite à l'achat. Des influenceurs qui promeuvent des produits, des publicités ciblées basées sur votre historique de navigation, des amis qui affichent des achats déclenchant comparaison et envie. Limitez délibérément votre exposition. Chaque minute passée à défiler est une minute où vous êtes exposé à une manipulation psychologique sophistiquée visant à vous séparer de votre argent. Temps d'écran planifié est limité. Au-delà des réseaux sociaux, les écrans facilitent généralement les dépenses. Le shopping en ligne est sans friction. Les abonnements de divertissement s'accumulent. Les achats numériques semblent moins réels que les physiques. Fixez des horaires où les écrans sont autorisés et d'autres où ils ne le sont pas. L'état par défaut devrait être éteint avec des exceptions plutôt que allumé avec des pauses occasionnelles. Remplacez la consommation passive par la création active. Regardez la télévision, défiler sur les réseaux sociaux et jouer aux jeux vidéo coûte directement de l'argent en abonnement et matériel, mais il coûte aussi indirectement par l'attitude de consommation qu'il crée. Les activités actives, construire des choses, faire du sport, apprendre des compétences, créer de l'art bâtissent une identité de producteur plutôt que de consommateur. Les producteurs accumulent de la richesse. Les consommateurs la dissipent. Gérez l'attention aussi soigneusement que l'argent. L'attention est sans doute plus précieuse que l'argent car elle est absolument finie. On peut toujours gagner plus d'argent, mais on ne peut jamais avoir plus de temps ou d'attention. Chaque heure que vous passez à consommer du contenu ou à parcourir des produits est une heure que vous ne consacrez pas à des choses qui bâtissent la richesse, la santé ou les relations. Gardez jalousement votre attention. Allouez-la consciemment. Traitez-la comme la ressource rare qu'elle est réellement. La règle des 90% pour toutes les décisions. Si quelque chose n'est pas un oui à 90%, si ce n'est pas un oui enthousiaste, alors c'est un non. Cela s'applique aux achats, aux engagements, aux opportunités, aux relations, à tout. Les décisions médiocres chassent les excellentes. En disant non à tout ce qui n'est pas manifestement excellent, vous créez de l'espace pour les choses qui méritent réellement votre argent et votre attention. Partir du principe que les choix populaires sont probablement mauvais pour vous. La plupart des Américains ont des dettes de cartes de crédit. La plupart des Américains sont en surpoids. La plupart des Américains déclarent être stressés par l'argent. La plupart des Américains ont moins de 1000 $ de réserve d'urgence. Si vous suivez le chemin standard que la plupart des gens suivent, vous finirez là où la plupart des gens finissent. Remettez délibérément en question les hypothèses dominantes sur ce que vous devriez acheter, comment dépenser
et à quoi ressemble la réussite. Widerstand gegen die Upgrade-Kultur. Die gesamte Konsumwirtschaft ist darauf ausgerichtet, ihnen das Gefühl zu geben, dass das, was sie haben, nicht gut genug ist. Jedes Jahr neue Telefonmodelle, neue Automodelle, neue Modesaison, neue Versionen von Produkten, die Sie bereits besitzen und die einwandfrei funktionieren. Widerstehen Sie dem Upgrade-Zyklus bewusst. Benutzen Sie Dinge so lange, bis sie tatsächlich nicht mehr funktionieren, nicht bis etwas Neueres existiert. La règle des 24 heures pour les achats non nécessaires. Avant d'acheter quelque chose qui n'est pas nécessaire et urgent, attendez 24 heures, mettez-le dans le panier et fermez le navigateur. Notez-le sur une liste et regardez-le à nouveau demain. La majorité des achats impulsifs ne survivra pas à cette période de refroidissement, car il n'a jamais été question de l'objet lui-même. Il s'agissait du désir momentané d'acheter. Calcul du coût par utilisation avant l'achat. Un objet à 100 $ que vous utilisez 2 fois coûte 50 $ par utilisation. Un objet à 300 $ que vous utilisez 300 fois coûte 1 $ par utilisation. Les étiquettes de prix mentent sur la valeur réelle. Le coût par utilisation la révèle. Estimez de manière réaliste avant tout. Achat important, combien de fois vous utiliserez réellement l'objet. Si le coût par utilisation semble élevé, reconsidérez l'achat. Réalisation d'audit hebdomadaire des abonnements. L'économie de l'abonnement est censée conçue pour vous extraire de l'argent en continu avec un effort minimal. Les entreprises savent que la plupart des gens s'inscrivent puis oublient. Planifiez une vérification hebdomadaire ou mensuelle de chaque prélèvement récurrent. Annulez tout ce que vous n'avez pas utilisé récemment ou que vous ne prévoyez pas d'utiliser bientôt. L'Américain moyen a plus de services d'abonnement qu'il ne le réalise et en utilise moins qu'il ne le pense. Tenir une liste d'achat de 30 jours. Si vous voulez acheter quelque chose de non nécessaire, inscrivez-le sur une liste avec la date. Si vous le voulez toujours 30 jours plus tard, envisagez l'achat. La plupart des articles ne resteront pas 30 jours sur la liste, car le désir était passager. Ce système simple filtre la majeure partie des dépenses inutiles, sans exiger une volonté constante. Aménagement de votre environnement physique pour empêcher les dépenses. Désabonnez-vous des emails publicitaires. Supprimez les applications de shopping de votre téléphone. Évitez les centres commerciaux. Ne parcourez pas les boutiques en ligne pour vous divertir. Supprimez les cartes de crédit enregistrées sur les sites web. Chaque point de friction que vous installez entre vous et l'achat réduit la probabilité d'achats impulsifs. Rendez l'acte d'acheter un peu plus difficile et vous achèterez naturellement moins de choses. Réalisation d'un audit énergétique annuel de vos finances. Regardez vos relevés bancaires et de cartes de crédit de l'année passée. Catégorisez chaque dépense. Calculez quel pourcentage a été consacré au logement, au transport, à l'alimentation, aux loisirs et aux autres catégories. Comparez cela à ce que vous pensez devoir consacrer à chaque catégorie. L'écart entre la réalité et l'intention révèle où va réellement votre argent par rapport à l'endroit où vous voulez qu'il aille. Application du calcul. Le temps, c'est de l'argent à tous les achats. Calculez votre véritable salaire horaire après impôt, coût de transport, dépenses liées au travail et temps de récupération. Évaluez ensuite le prix de chaque achat en heures d'énergie vitale plutôt qu'en dollars. Cet objet à 200 $ coûte autant d'heures de votre vie qu'il en faut pour gagner 200 $ après toutes dépenses. Ce recadrage rend le coût réel viscéralement clair. La règle du « un entre, un sort » pour les possessions. Chaque fois que quelque chose de nouveau entre dans votre maison, quelque chose d'ancien doit partir. Cela maintient l'équilibre et vous oblige à considérer si le nouvel objet est réellement meilleur que ce que vous possédez déjà. Si vous ne trouvez rien à retirer, vous n'avez peut-être pas besoin de la nouvelle chose. Allez encore plus loin avec la règle du « un entre deux sortes ». Si vous essayez de réduire activement vos possessions, pour chaque objet que vous faites entrer, 2 objets quittent la maison. Cela crée une accumulation négative au fil du temps et force des décisions d'achat encore plus conscientes. Concevoir l'ennui comme un temps productif. L'envie de remplir chaque instant de stimulation mène à dépenser de l'argent en divertissement, nourriture, expérience et distraction. L'ennui n'est pas quelque chose à fuir. C'est un espace pour la créativité, la réflexion et la planification. Si vous apprenez à être à l'aise avec le fait que rien ne se passe, vous arrêterez de dépenser de l'argent pour faire en sorte que quelque chose se passe. Tracez des limites claires entre vie professionnelle et vie privée.
Lorsque le travail déborde sur toutes les heures, on n'a plus tendance à dépenser de l'argent pour le confort, le soulagement du stress et les récompenses pour avoir supporté le chaos. Des limites de travail claires créent un espace mental qui réduit les achats compensatoires et permet de meilleures décisions financières. Réalisation de sessions régulières de désencombrement numérique. Votre vie numérique influence vos dépenses physiques. Organisez vos fichiers. Nettoyez votre bureau. Supprimez les applications inutilisées. Désabonnez-vous des emails. Videz votre dossier de téléchargement. Le chaos numérique crée un chaos mental. Et le chaos mental mène à de mauvaises décisions financières. Désactivez presque toutes les notifications. Chaque notification est une interruption conçue par quelqu'un d'autre pour capter votre attention. La plupart des voleurs d'attention mènent finalement à des opportunités d'achat, que ce soit directement par des publicités et des offres, ou indirectement par le stress et la distraction qu'ils génèrent. Éteignez tout, sauf les urgences réelles provenant de personnes vraiment importantes. Application de la règle des 2 minutes pour les petites tâches. Si quelque chose prend moins de 2 minutes, faites-le immédiatement. Cela empêche l'accumulation de petites tâches qui créent une surcharge mentale et du stress. Les gens stressés dépensent plus d'argent. Réduire le stress de fond réduit les dépenses. Ignorez le gardiennage minimaliste sur le nombre d'objets. Certaines personnes affirment que l'on est un vrai minimaliste que si l'on possède moins de 100 objets, ou 50 objets, ou tout autre chiffre arbitraire. Ignorez cela totalement. Le minimalisme n'est pas une question d'atteindre un chiffre précis. Il s'agit de supprimer ce qui n'apporte pas de valeur pour pouvoir mieux apprécier ce qui en apporte. Concentrez-vous sur la fonction, pas sur la mode. La règle 90 sur 90 pour les décisions de désencombrement. Si vous n'avez pas utilisé quelque chose au cours des 90 derniers jours et que vous ne prévoyez pas de l'utiliser dans les 90 prochains jours, vous pouvez le retirer de votre vie en toute sécurité. Cela offre un cadre de décision clair qui fonctionne pour la plupart des possessions. Choix conscient de la qualité plutôt que de la quantité. Acheter un excellent article qui dure 10 ans est presque toujours moins cher qu'acheter 5 articles médiocres qui durent chacun 2 ans. Le prix d'achat est plus élevé, mais le coût total au fil du temps est plus bas. Cela s'applique aux vêtements, aux appareils, aux meubles, aux outils et à presque tout le reste. Achetez moins, achetez mieux. Tenir une garde-robe capsule. Limitez-vous à un petit nombre de vêtements polyvalents et de haute qualité qui s'assemblent tous. Cela élimine le problème du rien à se mettre, alors que les placards sont pleins, réduit la fatigue décisionnelle le matin et diminue drastiquement les dépenses vestimentaires au fil du temps. La planification des repas comme stratégie financière. Décidez de ce que vous allez manger pour la semaine avant d'aller au supermarché. N'achetez que ce dont vous avez besoin pour ces repas. Cela élimine le gaspillage alimentaire, réduit les achats impulsifs en magasin et évite le recours coûteux à la livraison de nourriture quand on ne sait pas quoi cuisiner. Reconnaître et si ça combattre activement l'inflation du mode de vie. À mesure que les revenus augmentent, les dépenses ont tendance à augmenter automatiquement. C'est pourquoi les hauts revenus ont souvent peu d'épargne. Ils dépensent simplement à un niveau plus élevé. Maintenez consciemment votre mode de vie en dessous de vos revenus en augmentant les taux d'épargne à chaque augmentation de salaire. L'inflation du mode de vie est l'ennemi de la constitution de patrimoine. Épargnez intégralement les rentrées d'argent inattendues. Quand de l'argent inattendu arrive, remboursement d'impôts, primes, cadeaux, héritage. Épargnez ou investissez-en 100%. Cet argent n'a jamais fait partie de votre budget régulier, donc il ne vous manquera pas. Épargner les rentrées d'argent inattendues est l'un des moyens les plus rapides de bâtir une richesse, car c'est fondamentalement sans douleur. Comprendre que la comparaison est le voleur de la joie financière. Les dépenses des autres sont non pertinentes pour votre situation financière. Leurs revenus, leurs dépenses, leurs objectifs et leurs contraintes diffèrent des vôtres. Comparer votre progrès financier à celui des autres mène soit à la complaisance si vous semblez être en avance, soit au désespoir si vous semblez être en retard. Concentrez-vous uniquement sur le fait de savoir si vous progressez par rapport à votre propre mois passé.
Suivre la valeur nette mensuellement, pas le revenu. Le revenu est une mesure de vanité. La valeur nette, actif moins passif, est la mesure qui évalue réellement la richesse. Quelqu'un qui gagne 60 000 dollars et investit systématiquement sera finalement plus riche que quelqu'un qui gagne 200 000 dollars et dépense tout. Suivez ce qui compte. Calcul du coût réel de fonctionnement pour les achats importants. Une voiture ne coûte pas le prix catalogue. Elle coûte le prix catalogue plus l'assurance, le carburant, le site, l'entretien, le stationnement, l'immatriculation, la dépréciation et le coût d'opportunité sur le capital investi. Une maison ne coûte pas le prix d'achat. Elle coûte le prix d'achat plus les intérêts, les taxes, l'assurance, l'entretien, les charges et l'ameublement. Calculez toujours le coût de fonctionnement total, pas seulement le coût d'acquisition. Traitez sa propre santé comme l'investissement au rendement le plus élevé. Les frais médicaux mènent plus d'Américains à la faillite que toute autre cause. La prévention, l'exercice, la nutrition, le sommeil et la gestion du stress coûtent relativement peu, mais réduisent drastiquement les coûts de santé tout au long de la vie. Chaque dollar investi pour rester en bonne santé rapporte bien plus que n'importe quel investissement financier. Être égoïste dans la protection de votre fondation financière. Vous ne pouvez pas aider les autres efficacement si vous êtes dans une position de faiblesse financière. Bâtissez d'abord votre propre stabilité, puis étendez votre générosité. Dans l'avion, on met son propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Le même principe s'applique aux finances. Se rappeler qu'en fin de compte, le minimalisme est une question de liberté, pas de restriction. Chaque dollar que vous ne dépensez pas pour des trucs dont vous n'avez pas besoin est un dollar qui achète de la liberté. Liberté vis-à-vis des dettes. Liberté vis-à-vis du stress financier. Liberté de quitter des emplois que vous détestez. Liberté de prendre des risques sur des opportunités que vous aimez. Liberté d'aider les gens qui en ont besoin. Liberté de vivre selon ses propres valeurs, plutôt que selon les modes de consommation que la société impose. Ces 50 règles représentent des années d'affinement et des milliers de petites expériences dans ma propre vie. Certaines d'entre elles résonneront immédiatement. D'autres pourront sembler extrêmes ou inutiles pour votre situation. Il ne s'agit pas de suivre les 50 de manière rigide. Il s'agit de trouver les principes qui fonctionnent pour vos circonstances spécifiques et de les mettre en œuvre de manière cohérente au fil du temps. La richesse ne se bâtit pas par une seule action dramatique. Elle se bâtit par des milliers de petites décisions, prises un peu mieux que la moyenne et capitalisées sur des années et des décennies. Chaque fois que vous marquez une pause avant un achat, que vous résistez à une mise à niveau, que vous privilégiez une expérience plutôt qu'un objet, ou que vous vous demandez si quelque chose apporte réellement une valeur ajoutée à votre vie, vous déposez un nouveau vote pour la liberté financière. La personne que vous serez dans 5 ans sera largement façonnée par les habitudes que vous construisez aujourd'hui. Les règles qui semblent petites et insignifiantes sur le moment sont précisément celles qui produisent des résultats massifs au fil du temps. Commencez par une règle, maîtrisez-la jusqu'à ce qu'elle devienne automatique, puis ajoutez-en une autre, et encore une autre. L'effet des intérêts composés s'applique aux habitudes tout autant qu'à l'argent. De petits changements appliqués avec constance mènent à des résultats qui, vus de l'extérieur, ressemblent à de la magie, mais qui ne sont en réalité que des mathématiques. Vous n'avez pas besoin de bouleverser toute votre vie cette semaine. Vous avez juste besoin de commencer. Choisissez une règle. Si ces règles ont changé la façon dont vous voyez le désordre dans votre vie et le potentiel de votre compte bancaire, veuillez vous abonner à la chaîne et nous donner un j'aime. Nous révélons les mécanismes cachés de la richesse et d'une vie intentionnelle que le monde tente de garder secret. Commencez dès aujourd'hui à bâtir votre liberté. Le prochain chapitre de votre voyage financier commence bientôt.